Tour de France, après 6 km, Hinault déjà maillot jaune. L'avertissement de Washington, un malaise dans les relations franco-américaines. Mitterrand au magistrat, la justice sera indépendante. Le temps demain, gris, maussade, mouillé. Bonsoir, Bernard Hinault est donc maillot jaune pour cette première journée du 68e Tour de France. Le champion français a remporté le prologue de Nice. Il lui aura fallu 6 minutes et 48 secondes pour parcourir près de 6 km. C'est la victoire d'un grand favori. Bernard Hinault est bien parti pour remporter ce 3e Tour de France. Dominique Leglou. Nice, 6 km sur la promenade des Anglais à 51 km 572 de moyenne. L'auteur de cet exploit est bien Bernard Hinault. Il écrase déjà le peloton de sa puissance. Dès le prologue, ses prétendus adversaires savent à quoi s'en tenir. Hinault veut effacer l'affront du Tour 80. Le Breton et son vélo d'orgueil, un couple dont on n'a pas fini de parler pendant 3 semaines. Qui est capable de faire front dans le peloton? Le plus cité, c'est Jean-René Bernaudot, un ex-équipier d'Hinault, dont la carrière prend cette année un nouveau virage. Le Vendéen, vainqueur du Midi Libre, a tout approuvé. Il était l'équipier numéro 1 d'Hinault. Il lui reste à démontrer qu'il peut être un patron dans sa nouvelle formation. En parlant d'équipe, une formation intrigue les Hollandais de Raleigh, dont Gerrit Knetemann, ici à l'écran, est l'un des piliers. Knetemann prendra la 2e place du prologue. Une équipe réputée solide l'an passé, mais qui semble s'effriter, tout comme l'entreprise qui la finance. Pourtant, Johan van de Velde de la même formation est souvent cité, malgré un début de saison bien neutre. Mais si Van de Velde ne retrouve pas le coup de pédale, le patron de la formation demeure Job Zoetmeek, le vainqueur de l'an passé. À son sujet, pourtant, bien des rumeurs pessimistes circulent. Reste alors l'énigme belge. Daniel Willems vise le maillot vert du classement par points. Alphonse Dovols, l'autre jeune Flandrien, vainqueur du Tour de Lombardie 80 et du Milan-San Remo du début de saison, vise lui une place d'honneur. Il a d'énormes qualités, mais on lui reproche sa passivité. Il est venu pour apprendre, mais aussi pour se battre. C'est un des intérêts majeurs de ce Tour. Quant aux Italiens, ils sont restés chez eux au soleil. On peut regretter l'absence de Saroni, Moser ou Baroncelli. Ils auraient animé la course, même si leur chance de victoire semblait bien mince. Nous reviendrons au reste de l'actualité sportive à la fin de ce journal, car le 2e titre ce soir, c'est la suite des réactions à l'entrée des communistes dans le gouvernement de Pierre Mauroy. Hier soir, dans un communiqué, le département d'État américain, tout en reconnaissant et respectant pleinement le droit du gouvernement de la France de déterminer sa propre composition, déclarait que le ton et le contenu des rapports entre les deux pays en tant qu'alliés seront affectés par l'arrivée des communistes. Et puis ce matin, la position plus nuancée du vice-président américain George Bush. En quittant Paris, il a rappelé qu'il était très confiant, lui, quant aux relations entre le nouveau gouvernement français et les États-Unis. De son côté, Claude Cheysson, le ministre des Relations extérieures, estime que le communiqué du département d'État américain est d'abord destiné à l'opinion américaine. Philippe Arroir à New York. Vu des États-Unis, le communiqué du département d'État n'a rien d'étonnant. Quand on connaît l'anticommunisme de l'administration Reagan, on pouvait imaginer que le gouvernement américain allait faire part de ses préoccupations. Washington entend indiquer clairement à M. Mitterrand que la situation française pourrait éventuellement déborder sur d'autres pays européens, Italie, Espagne, Grèce, Portugal, et gêner l'Alliance Atlantique. La mise en garde s'adresse donc aussi aux alliés européens des États-Unis. Enfin, le signal est envoyé à Moscou que Washington veille malgré tout sur l'Alliance Atlantique et entend rester le pivot de cette organisation. Justement, à Bruxelles, on déclare que l'Alliance Atlantique a reçu des assurances des responsables du gouvernement français concernant la participation de ministres communistes au gouvernement. Des assurances qui ont donné toute satisfaction aux responsables de l'OTAN. Car c'est bien autour des problèmes militaires que porte l'inquiétude américaine. Paul Naon a demandé à un spécialiste des questions de défense quels étaient les risques de divulgation des secrets. Il y a un problème au départ qui est politique et qui tient aux différences d'attitude des partis communistes par rapport à l'URSS, par rapport notamment aux négociations avec l'URSS, premier point. Deuxième point, il y a aussi, au plan purement technique et militaire, le fait que les pays membres de l'Alliance Atlantique partagent un certain nombre de renseignements militaires de très haut niveau de classification. Dont la France. Dont la France. Alors, la France est quand même dans un cas un peu particulier, étant donné que nous ne faisons pas partie de l'organisation militaire intégrée.
Mais néanmoins, n'est-ce pas, nous avons quand même un réseau d'échanges, de réunions, d'informations avec les autres membres de l'Alliance et dont les Américains. Alors comment ça se passe concrètement quand les Américains nous envoient, à nous Français, un renseignement, une information classifiée, secrète? Par quel canal ça passe? Quand ces informations étant de très haut niveau de classification, ces informations ne vont qu'aux plus hauts échelons de la hiérarchie militaire française, c'est-à-dire au niveau d'état-major des armées, et puis au niveau de la présidence de la République. À savoir le président de la République et lui seul. Voilà, et en France, en cas de crise, le lien direct, si vous voulez, c'est entre le président et le chef d'état-major des armées. Premier point. Deuxième point, quand la France doit traiter de sa politique de défense au plus haut niveau, programme d'armement, etc., alors ceci est décidé au sein d'un conseil de défense qui est un conseil restreint. Qui ne comporte que quelques ministres clés, comme le ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères, l'Intérieur, etc. Bien. Alors apparemment, dans ces trois circuits, à savoir état-major, présidence de la République, bon bien sûr, et conseil restreint, il n'y a pas de ministre communiste. Il n'y a pas de ministre des Transports. Donc pas de risque de fuite. À ce niveau-là, sur le plan technique, et si les institutions que nous avons jusqu'à aujourd'hui continuent, avec le même choix des ministres, il n'y a aucun problème. Donc... Oui, vous venez entendre Pierre Lelouch de l'IFRI, l'Institut français de relations internationales. Michel Jaubert, qui était lui l'invité de la presse diplomatique, a déclaré que la réaction américaine n'avait rien d'inattendu et que la pratique relèvera plus de la mesure que du déséquilibre. De son côté, l'agence soviétique TASS a critiqué très vivement la déclaration américaine qu'elle qualifie d'ingérence dans les affaires de la France. Le gouvernement britannique estime qu'il n'y a aucun problème à travailler avec le gouvernement français. Enfin, dernière réaction, celle de Pierre Elliott Trudeau, le Premier ministre du Canada, qui a déjeuné aujourd'hui avec François Mitterrand. J'étais venu surtout dans le cadre du sommet d'Ottawa et nous avons parlé de l'ordre du jour, de l'organisation du temps, des items à discuter à l'ordre du jour. Je pense qu'il y a un accord sur la façon dont nous voyons les discussions à Ottawa s'orienter. Nous avons parlé un peu de problèmes bilatéraux, mais nous avons plutôt laissé ça pour une visite au Canada que j'espère prochaine du président de la République. Est-ce qu'à Ottawa, comme à Washington, on s'inquiète de l'entrée des communistes dans le gouvernement français? Mon Dieu, je ne sais pas si Washington s'inquiète. Je pense qu'ils ont exprimé leur point de vue là-dessus hier. Quant au mien, non, je ne suis pas disposé à vouloir indiquer à un autre pays comment ils doivent former leur gouvernement. Je serais certainement un peu étonné qu'on me dise à moi qui entrait dans mon conseil des ministres. Le comité central du Parti communiste français est réuni depuis ce matin. À l'ordre du jour, l'examen des résultats obtenus aux élections présidentielles et législatives et également la stratégie du parti. Jean-Michel Mercurol. Deux échecs successifs aux élections, la conclusion d'un accord PCPS après 3 années de dures polémiques, enfin l'entrée de ministres communistes au gouvernement, le comité central se devait d'examiner très vite la situation politique nouvelle afin d'en tirer les conséquences pour l'avenir du parti. Sur le premier point, l'échec électoral, le PCF reconnaît qu'il lui pose des questions qu'il lui faudra résoudre. Mais sur le second point, l'accord politique avec les socialistes, les communistes réfutent l'idée selon laquelle ils auraient opéré une révision déchirante de leur position. Notre attitude est conforme aux stratégies définies par les 22e et 23e congrès, disent-ils. S'il y a une différence entre le langage d'avant les élections et celui d'aujourd'hui, c'est tout simplement qu'entre-temps, les électeurs ont tranché. Les ministres communistes, enfin, le PC s'en félicite, exclus des affaires pendant 34 ans, ils veulent maintenant participer pleinement à l'action gouvernementale. Reste la crise ouverte au sein du parti lui-même, dont la face visible jusqu'à ces derniers mois étaient les débats des contestataires et qui s'incarnent aujourd'hui dans l'ampleur du recul électoral. Les dirigeants Paul Laurent ou Charles Fitterman ont déjà promis publiquement un débat interne. Le document, qui doit conclure demain les travaux du comité central, révélera non seulement les premiers éléments d'analyse de la direction du parti, mais aussi ses conceptions sur les conditions du débat en son sein. Henri Fitzbin, ancien responsable de la Fédération de Paris du Parti communiste, souhaite qu'un vaste débat s'engage entre les communistes. Invité aujourd'hui de notre journal d'Antenne de Midi, il nous a déclaré que le parti devait changer profondément pour entreprendre l'œuvre de redressement. Il est essentiel que le Parti communiste se mette en mesure d'apporter son irremplaçable contribution à cette expérience, ce qui implique un changement profond. Et ce changement,
ne peut naître que de la discussion des communistes, discussion sans tabou, sans a priori, destinée à dégager tous ensemble les meilleures réponses possibles. Avez-vous l'impression, comme un de nos confrères, que les communistes soient à genoux devant les socialistes? Je ne le crois pas. Les appréciations outrancières n'aident pas à comprendre. Non, personne n'est à genoux. Mais à l'évidence, le Parti communiste se trouve accéder au gouvernement dans une position de faiblesse et de trouble, d'incertitude politique. Rien n'est plus mauvais, me semble-t-il, pour les communistes, comme pour toutes les autres forces politiques, qu'une incertitude sur ce qu'est le Parti communiste, sur ce qu'il veut, et la politique mise en œuvre dans les 3 dernières années, qui a rompu avec la stratégie unitaire qui était celle du Parti communiste, autorise toutes les interrogations. Je me réjouis de constater qu'un certain nombre de mises à jour de la politique du Parti communiste sont déjà intervenues, à l'occasion du texte signé avec le Parti socialiste, mais dans une situation de confusion et en évitant d'aborder les problèmes de front, je crois que personne n'y gagnera, et surtout pas le Parti communiste. Économie. Le franc français s'est redressé aujourd'hui sur la plupart des marchés financiers. En revanche, la bourse a perdu près de 3%. Le tribunal de commerce de Lille a précisé cet après-midi que la mise en règlement judiciaire de Boussac-Saint-Frère s'appliquait à l'ensemble du groupe. 80 usines, 20 000 salariés. Après 3 ans de gestion des frères Villot, cette décision fait peser une très grave menace sur tous les salariés du groupe. Et puis, un tout petit peu avant 20 h, nous apprenions que Boussac-Saint-Frère était autorisé à poursuivre provisoirement son exploitation pour une première période d'1 mois. Cette période permettra notamment de nouer des contacts nécessaires avec tous les partenaires concernés. Première consultation aujourd'hui sur la retraite à 60 ans avec une réunion de travail entre Nicole Questiot, le ministre de la Solidarité nationale, et les partenaires sociaux. Des discussions qui devraient se prolonger tout l'été. Patricia Coste. La discussion ne pouvait être qu'amorcée aujourd'hui car il y a des choix difficiles. S'agira-t-il par exemple de financer la retraite par la sécurité sociale et plus particulièrement par la caisse vieillesse, ou s'agira-t-il d'étendre le système actuel de pré-retraite qui touche 260 000 personnes déjà et qui est financé par l'assurance chômage? Dans les 2 cas, bien sûr, ça serait 2 organismes différents qui paieraient et les intéressés risqueraient de toucher des montants différents. Dans le cas actuel, la pré-retraite est un système assez avantageux, proche des préoccupations des syndicats qui demandent que les futurs retraités puissent toucher à 60 ans 70 à 75% de leur ancien salaire. Les syndicats, bien sûr, ont chacun des propositions différentes à faire. Retenons celle de la CGT qui demande une refonte globale du système de sécurité sociale. Le CNPF, lui, demande une vision globale des charges à venir. Le niveau des charges des entreprises, pour nous, est tel que nous ne pouvons pas donner un accord sur un point ou sur un autre sans avoir la certitude des charges globales. Les charges des entreprises, ça ne peut pas s'ajouter comme on mange les différentes feuilles de l'artichaut. François Mitterrand a reçu ce matin à l'Élysée le Conseil supérieur de la magistrature. Une réunion, Claude Sérillon, qui a permis au président de la République de donner plusieurs informations importantes et concrètes. C'est ça, prenons-les les unes après les autres. Mais d'abord, je voudrais rappeler que le Conseil supérieur de la magistrature est actuellement composé de 9 membres. C'est un conseil qui donne un avis pour les promotions et qui statue en matière disciplinaire. Les membres de ce conseil sont liés au pouvoir politique puisqu'ils sont nommés par le président de la République. M. Mitterrand a donc annoncé une réforme tant sur le contenu que sur le mode de désignation de ses membres en utilisant un mécanisme d'élection. Deuxième chose, le corps judiciaire, c'est-à-dire les magistrats. 3 points à retenir. Il doit être en harmonie avec le corps social et son recrutement doit être plus ouvert à toutes les couches sociales. On pense notamment à un recrutement plus large avec l'École nationale de la magistrature. Et puis, le fait syndical est reconnu dans son pluralisme. Les autres réformes, eh bien, extension de l'échevinage, c'est-à-dire la participation des citoyens au fonctionnement de la justice, on pense notamment aux juges de paix. La refonte de l'aide judiciaire et des commissions d'office, cela, les avocats l'avaient réclamé depuis très longtemps. Tout ce qui concerne le code pénal, plus précisément sécurité et liberté, la Cour de sûreté de l'État, la loi anticasseurs et d'autres domaines dans lesquels on va toiletter, si j'ose dire, le code pénal. La législation sur les défaillances des entreprises, on passe en cas de faillite notamment. Les règles en matière de licenciement, les modalités et principes pour le régime des libertés publiques. Alors cela sont les grandes lignes de travail souhaitées par le chef de l'État et son nouveau garde des Sceaux, Robert Badinter. Je crois qu'il convient de faire 2 remarques.
Manifestement, tout ce qui touche le domaine des libertés revêt pour François Mitterrand, ancien garde des Sceaux, ancien avocat, un intérêt très particulier. Et puis seconde remarque, je crois que cet ensemble de mesures est une véritable loi-programme sur la justice destinée à réformer non seulement les textes en concertation avec les organisations syndicales d'avocats et de magistrats, mais également à transformer toutes les mentalités. Avez-vous un calendrier d'application pour toutes ces mesures? Pas d'échéancier, non. Je vous rappelle que pour la session de juillet, la loi d'amnistie et la Cour de sûreté de l'État sont inscrits au programme, mais pour le reste, c'est donc à plus long terme, notamment la peine de mort peut-être à l'automne. Justice toujours avec le début du procès à Paris du professeur Robert Faurisson. Cet homme est poursuivi en diffamation et également pour incitation à la haine raciale par plusieurs associations de résistants. Il avait nié à plusieurs reprises l'existence de chambres à gaz. Cette affaire pose un vrai problème d'information. Faut-il en parler et comment? Paul Lefebvre. 51 ans, marié et père de famille, suspendu d'enseignement pour cause de scandale, le professeur Robert Faurisson est un petit homme sec et têtu. Depuis des années, il joue à l'historien qui a raison face au monde entier qui a tort. Et plus on le condamne, plus il s'entête à répéter que les chambres à gaz n'ont pas existé dans les camps nazis. Je pense même qu'il est coincé dans ce système, car s'il admettait aujourd'hui qu'il a eu tort, il remettrait en cause, il gommerait des années de recherche et de travail qui sont la justification de son existence. Bref, le professeur Faurisson est devenu célèbre en disant, comme par exemple le 17 décembre 1980, au micro d'Yvan Levaille sur Europe numéro 1, que le génocide des Juifs est un mensonge. Les anciens déportés, la LICRA, le MRAP le poursuivent. Et là se pose justement le problème de savoir si ces procès à répétition n'ont pas l'effet inverse de celui escompté. Si ces procès ne contribuent pas à répandre et à crédibiliser, entre guillemets, les théories du petit professeur auprès d'esprits tout disposés à défiler de nouveau du côté de Nuremberg. Donc, on revit l'histoire dans ces procès à goût de crématoire, et rien n'est plus pénible que d'entendre, comme tout à l'heure, un rescapé d'Auschwitz s'écrier avec dans le regard le souvenir des longues files d'enfants, de vieillards et de femmes nues. Mais alors, où sont-ils, ceux qui ne sont jamais revenus? À l'étranger, les chefs d'État et de gouvernement africains sont réunis à Nairobi pour le sommet de l'OUA. Au centre des discussions, le Sahara et le Tchad. Le point de ces premières conversations avec notre envoyé spécial, Maurice Werther. En venant à Nairobi à la conférence de l'OUA qu'il boudait depuis plusieurs années, Hassan II du Maroc a fait un pas en avant. En annonçant avant même de venir qu'il acceptait le principe d'un cessez-le-feu et d'un référendum au Sahara occidental, il en faisait un autre. Cela ne veut pas dire qu'il y aura demain la paix au Sahara ex-espagnol, objet d'un conflit entre le Maroc d'une part, l'Algérie et la Libye d'autre part qui soutiennent le Polisario. La réconciliation retentissante entre le Maroc et la Libye renforce sensiblement la main de Hassan II. Reste à savoir dans quelle mesure il est affaibli aux yeux de ses pairs, les chefs d'État africains, par les événements de Casablanca dont la cause profonde serait, dit-on, les misères causées par la guerre du Sahara. Plusieurs nominations et élections aujourd'hui. Tout d'abord, le professeur Raymond Villé, généraliste, succède au professeur Lorta Jacob à la présidence du Conseil national de l'Ordre des médecins. Le professeur Villé devra comme première mission défendre cet organisme, puisqu'à plusieurs reprises, le Parti socialiste a demandé sa suppression. Et puis René Raymond, que vous voyez souvent à Antenne 2, a été élu président du Conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques. Deux nominations, Pierre Nicolaï, conseiller d'État à la tête de l'agence Havas, et Guy Thomas, journaliste à la présidence de FR3. Je vous avais promis au début de ce journal d'autres résultats de sport. Alors au tournoi de tennis de Wimbledon, le dernier Français en lice, Christophe Roger Vasselin, a été éliminé par l'Américain Sadri. Défaite également de l'Américain Tanner face au Brésilien Kirmaïr. Et puis victoire de McEnroe devant Ramirez et de Connors devant Lewis. Le tiercé à Longchamp, il fallait jouer le 5, le 6 et le 4. Les rapports dans l'ordre est pour 5 francs, 7 967 francs 50, et dans un ordre différent, toujours pour 5 francs, 1593 francs 50. Un autre genre de course, cette fois-ci, dans l'océan Atlantique, avec le transport, c'est inhabituel, d'une centrale hydroélectrique française qui a quitté Saint-Nazaire pour rejoindre les États-Unis jusqu'à la ville de Bâton-Rouge. Laurent Massardier. Un remorqueur, même très gros dans le port de Saint-Nazaire, c'est une chose courante. Ce qu'il est moins, c'est cette charge fantastique. C'est une centrale hydroélectrique de 72 MW, longueur 54 mètres, largeur 44 mètres, hauteur 23 mètres, poids total 4000 tonnes.
Destinée à alimenter en électricité une petite ville du Kentucky aux États-Unis, elle y arrivera fin juillet après un voyage de plus de 6000 km. La centrale sera débarquée de ce transporteur à Bâton Rouge, un peu en amont de l'embouchure du Mississippi. Et ensuite, elle va être remorquée de Bâton Rouge jusqu'au barrage où elle sera intégrée. La distance entre Bâton Rouge et le barrage est de 2600 km. C'est la première fois au monde qu'une centrale hydroélectrique est ainsi construite hors de son site d'implantation. Réalisé par Alstom Atlantic, le contrat représente plus de 260 millions de francs. La centrale sera opérationnelle au début de l'année prochaine, ce qui représente un gain de temps de plus de 2 ans sur une implantation traditionnelle. Avec cette grande première, gageons que pour traverser l'Atlantique, il n'y aura désormais plus guère d'interdit. Un dernier spectacle à l'Opéra de Paris, La Force du Destin de Verdi. Une œuvre et une mise en scène très classique qui, pour une fois, n'ont suscité aucun scandale. Un spectacle auquel Hervé Claude a assisté pour nous. Scandale et provocation oubliées, pour sa dernière production de la saison, l'opéra est resté dans le conformisme de qualité. Une mise en scène conventionnelle, des solistes parmi les plus grands et des chœurs exceptionnels comme toujours. Voilà en résumé cette force du destin. Il faut dire qu'il n'est pas facile d'innover avec un tel opéra, au livret tout à fait invraisemblable. Les meurtres succèdent aux enlèvements ratés et aux retrouvailles dans les couvents. Et un élément domine tout, le destin, Dieu tout-puissant, la religion. C'est le sens de la mise en scène de John Dexter. Il voulait travailler ici, produire un collage qui ressemble dans son caractère un peu sombre mais très puissant à une peinture de Goya. Et on retrouve là l'idée du destin, de Dieu qui sont liés. Dieu, ce qui s'exprime sur la scène par la croix qui est toujours présente. Elle est présente au premier tableau, elle est présente dans le troisième tableau, le couvent. Elle sera présente dans le sixième tableau et à la fin. Alors, ce côté religieux domine vraiment tout l'ouvrage. Vous l'avez constaté, il a fait très mauvais aujourd'hui. Malheureusement, les prévisions ne sont pas bonnes pour demain, ni même pour le week-end. Alain Gillot-Pétré. Hélas, le temps sera frais et nuageux pour le prochain week-end, avec peut-être une amélioration pour dimanche, mais rien de bien extraordinaire. Frais, en effet, vous allez le constater sur notre carte des températures relevées à 14 h par la météo nationale. Je ne prendrai que deux exemples, celui de Cherbourg et du Havre. Il faisait 12 degrés à 8 h du matin, et bien à 14 h, il faisait toujours 12 degrés. Cela prouve qu'on est vraiment dans la froidure. La prévision pour demain, sensiblement la même qu'aujourd'hui et sensiblement la même qu'après-demain. C'est-à-dire que dans l'est du pays, il y aura un temps assez orageux, avec donc un petit peu de soleil, mais aussi de forts passages nuageux. Tandis que la France sera barrée en son centre du nord au sud par une zone pluvieuse et très nuageuse, comme aujourd'hui.
Tandis que sur l'Aquitaine, la Vendée, le Poitou-Charentes, la Bretagne, les côtes normandes et le nord, le temps sera plus instable avec alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Les éclaircies progressivement deviendront plus belles, mais ce ne sera pas la canicule. Les températures seront fraîches. Voici celles prévues pour demain. Du nord au sud de l'île à Ajaccio, le matin elles seront stationnaires, somme toute acceptables, 10 à 12 degrés en moyenne, tandis que l'après-midi les maximales seront en baisse, surtout au sud du pays, vous noterez le 19 degrés de Biarritz, c'est assez rare. Enfin notre éphéméride pour demain, vendredi, avec le soleil et la fête des Antelmes ou Anselme, vous choisissez la prononciation que vous voulez. Pour terminer les résultats du loto, il fallait cocher sur votre grille le 2, le 3, le 22, le 35, le 38 et le 49, numéro complémentaire 44. Prochain journal, Hervé Claude, après le Grand Échiquier vers 23h30. Et puis demain, l'invité d'Antenne de Midi sera Pierre-Dominique Guessot, cinéaste et écrivain. Voilà, ce journal est terminé. Merci de votre attention. Bonsoir.